Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est inspiré de ce que je fais présentement, soit me préparer aux examens de synthèse. Donc, c'est une présentation entièrement théorique. Mais, donc, je m'intéresse au concept de public. Et la raison pour laquelle je m'intéresse à ce concept-là, c'est que j'aimerais l'utiliser pour mieux comprendre l'action des minorités, en particulier de la minorité francophone du Nouveau-Brunswick, dans le cas de certaines luttes linguistiques. Et aussi pour comprendre leurs liens, les liens qu'ils entretiennent avec leurs médias. Alors, par espace public, j'entends l'environnement qui permet à un public de se manifester. Donc, ce n'est pas le public en tant que tel. Le public, ce serait le collectif d'individus qui agit. Et l'espace public, ce serait l'environnement qui lui permet d'agir ou l'ensemble des conditions nécessaires à sa manifestation ou à son émergence. La plupart des réflexions sur l'espace public découlent directement ou indirectement du travail d'Habermas sur la sphère publique, qui l'a publié en 62, mais qui a seulement été traduit en 89. Alors, je vais partir dans cette présentation des écrits d'Habermas et je vais essayer d'aborder les transformations de la sphère publique sous l'angle de deux principales critiques et essayer de voir leur intérêt pour étudier les groupes minoritaires. La première critique, c'est celle qu'on pourrait dire de la tradition pragmatiste française, et elle est représentée par un ouvrage en particulier de Bastien François et Éric Neveu, qui s'appelle « Espace public mosaïque », donc c'est surtout de leur ouvrage dont je parle ici. La seconde critique, c'est celle de Nancy Fraser, qui travaille dans une perspective de théorie critique, théorie des genres. Et donc, je vais terminer ce court survol par quelques réflexions sur l'élargissement de la sphère publique comme condition à la démocratie et sur la participation des minorités dans l'espace public. Alors, dans la sphère publique bourgeoise d'Habermas, la presse joue un rôle très important. La sphère publique dépend de la presse ou d'une presse qui remplit ses fonctions pour exister. Donc, la presse a pour fonction d'assurer la publicité. Et la publicité, c'est le fait de rendre publiques les actions des gens qui sont au pouvoir ou les élus. Par la publicité, le public a accès à des informations, il peut s'éduquer et il peut faire usage du raisonnement. Et donc, c'est l'usage du raisonnement qui caractérise la sphère publique. Sans usage du raisonnement, il n'y a pas de sphère publique. Dans son idéal type, tel que Habermas la présente, la sphère publique suppose trois conditions. Il y en a deux en particulier qui sont importantes ici. La première, c'est l'ouverture constante à un public plus large. Donc, en principe, la sphère publique est toujours accessible à tout le monde. Et la deuxième, c'est l'égalité dans la participation. Donc, à l'intérieur de la sphère publique, il faut mettre de côté les inégalités sociales. Habermas dit « the bracketing of social inequalities », donc la mise en parenthèse des inégalités, pour pouvoir discuter d'égal à égal. Chez Habermas, la fin de l'espace public ou la dilution de l'espace public est précipitée par la commercialisation de la presse. Donc, son évolution la presse, les journaux deviennent des médias de masse. Et quand leur but principal devient de faire des profits, ils vont vouloir augmenter leur tirage. Plutôt, ils vont un peu délaisser leur caractère politique, donc la fonction de publicité. Donc, ça va causer la fonction de publicité, comme je viens de dire, qui était essentielle à la capacité de raisonnement du public. Et en deuxième lieu, quand les médias vont élargir leur public, bien, automatiquement, la sphère publique va être élargie et diluée parce que maintenant, on a un plus grand nombre de personnes et ça devient plus évident qu'il y a des inégalités entre ces personnes-là. Parce qu'avant, la sphère publique était constituée d'hommes, bourgeois, propriétaires et probablement blancs. Alors, les inégalités entre ces personnes-là étaient plus ou moins grande, tandis que quand la sphère publique s'élargit, ça devient plus évident. Ça, ce serait une représentation des changements à la sphère publique.
Mais pour d'autres auteurs, par exemple pour François et Neveu, les changements, il les voit de façon un peu différente. Il pense que oui, la sphère publique classique s'est transformée, mais c'est au profit de nombre de nouveaux espaces publics qui sont plus éclatés, plus partiels, mais qui ne rendent pas impossible l'usage du raisonnement. Je les cite, l'espace d'échange fondamentalement unitaire a été remplacé par un espace public mosaïque fortement cloisonné. Donc, les médias se multiplient pour répondre aux attentes de publics de plus en plus spécialisés, ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas aussi des débats qui intéressent l'ensemble de la population, donc des moments où tout le monde est uni par un enjeu, mais c'est encore une unification qui est moins serrée que celle que décrit Habermas, et vous pouvez le voir par la citation à l'écran. Juste une parenthèse. Dans le cas des minorités linguistiques, on peut comprendre ce cloisonnement-là par le fait que les médias, il y a des médias francophones et des médias anglophones. Donc, dès lors qu'on parle seulement une langue, on est vraiment dans un espace public. On ne peut pas vraiment participer à l'autre espace public. Donc, si les francophones ont un quotidien francophone, ils vont avoir cet espace public-là qu'ils vont utiliser. Mais les anglophones, ça ne les rend pas davantage au courant des revendications des francophones. Ça ne permet pas de faire accepter les revendications dans l'espace public plus large qui serait, disons, le Nouveau-Brunswick ou le Canada. Pour François et Neveu, il y avait un espace public qui s'est transformé, qui n'existe plus dans sa forme initiale aujourd'hui. En ce sens-là, leur perspective est quand même similaire à celle d'Habermas. Donc, pour Habermas, ça signifiait que le public disparaissait. Pour François et Neveu, il y a encore une possibilité pour le public de survivre, mais disons que son environnement idéal a disparu. Comme le public s'est transformé en de multiples publics qui sont interconnectés et qui se chevauchent, pour François et Neveu, c'est important de s'intéresser à, je les cite, leur degré d'autonomie et d'interconnexion, celle des passages d'un espace public à l'autre, celle aussi des articulations entre forum et arène. Donc, en d'autres mots, au lieu de s'attarder, disons, aux conditions qui seraient idéales à avoir pour un espace public, ils s'intéressent plutôt à l'action des groupes, comment ils vont agir, quelles inégalités vont être présentes, et à la multiplicité des publics. Cette façon-là de voir la sphère publique nécessite aussi de repenser la dichotomie privé-public parce que dès lors qu'on comprend l'espace public comme un espace symbolique et non physique, on comprend comment tous ces espaces-là peuvent se chevaucher puis comment ça peut être complexe de déterminer qu'est-ce qui serait un espace public et où sont les publics et où ils agissent. Donc, la réflexion de François et Neveu insiste pour étudier les espaces publics comme des lieux d'action. Ça permet de s'éloigner un peu des perspectives normatives de l'espace public. Comme je viens de le dire, au lieu de parler des conditions idéales de l'espace public, on s'intéresse aux mobilisations publiques eux-mêmes, à leur action. Mais quand François et Neveu parlent de l'inégale capacité des groupes à se faire entendre dans l'espace public, ils parlent plutôt des disparités de ressources qui peuvent exister, par exemple, entre la voix des experts et la voix des individus et de leur expérience personnelle sur le terrain. Et quand ils parlent de la multiplicité des espaces et des voix, ils parlent de la fragmentation de l'espace et, dans un certain sens, de la complexification de la société et des discours identitaires qui sont de plus en plus spécifiques. Mais quand ils parlent d'inégalité ou de multiplicité des voix, ils ne reconnaissent pas ça comme le fruit de rapports de force entre des groupes minoritaires ou majoritaires. Du moins, ce n'est pas leur perspective à eux. La deuxième critique que je vais présenter ici, c'est celle de Nancy Fraser, qui parle d'espace public contesté et de contre-public. C'est une critique qui est vraiment intéressante. Elle remet en question la sphère publique d'Habermas, même à ses débuts, donc à son âge d'or.
s'appuie sur des études historiques révisionnistes pour dire que de tout temps, l'espace public a été exclusif et contesté par des contre-publics subalternes. Donc l'importance de ces critiques, c'est qu'elle remet en cause l'unité qui caractérisait la sphère publique d'Habermas à son âge d'or, mais plus encore, elle remet en cause le fait que l'unité serait une caractéristique à atteindre, donc une caractéristique idéale. La question que se pose, on pourrait la résumer de cette façon-ci. Si l'espace public idéal d'Habermas a de tout temps exclu la majorité de la population, en quoi peut-on parler d'espace démocratique? Donc, si chez Habermas, le public est en théorie égalitaire, dans les faits, il est très limité dans son principe d'égalité. Donc, les femmes sont exclues, toutes les personnes qui ne sont pas de classe sociale bourgeoise, etc. Et si la sphère publique a été un espace où tous sont égaux, ça, Fraser en doute, mais admettons que ça a été le cas, ça aurait seulement été possible parce que toutes ces personnes-là avaient les mêmes préoccupations, qu'il s'agissait d'un groupe très restreint de citoyens qui étaient semblables dans leurs préoccupations et les enjeux qui les intéressaient. En élargissant la sphère publique à davantage de groupes sociaux, il devient impossible de nier d'éventuels rapports de force et opposition. Donc, en ce sens-là, l'élargissement de la sphère publique correspondrait à la fin de l'espace public en tant qu'espace où tous sont égaux. Mais Fraser se demande à quoi bon l'existence d'un espace public où tout le monde est égal ou sans rapport de force si en fait il exclut la majorité du peuple. Donc elle conteste l'idée selon laquelle un public unitaire serait préférable à une multiplicité de publics. Pour elle, la fragmentation du public classique d'Habermas n'équivaut pas à son déclin, mais plutôt nous rapproche de l'idéal démocratique. Elle remet en question en particulier une autre chose qu'Habermas dit, qui est qu'à l'intérieur de l'espace public, c'est possible de mettre en parenthèse les inégalités sociales le temps de la discussion. Alors pour elle, mettre en parenthèse les inégalités sociales, ça n'assure pas la participation égale de tous. Au contraire, il faudrait les expliciter, les mettre évidentes si on veut avoir une chance d'aller vers l'égalité de la participation. Parce que nier les rapports de force ne va pas les éliminer, ça va seulement les rendre invisibles et peut-être même les renforcer. C'est comme ça que j'ai illustré la perspective de Fraser. Je ne sais pas vraiment si ces contre-publics sont à l'extérieur de l'espace public, mais ils se battent pour avoir une place dans l'espace public. Alors, quelques réflexions. Quand Fraser réfléchit dans une perspective de théorie critique, pour elle, la démocratie politique ne peut pas se penser sans avoir d'abord mis fin aux inégalités. Donc, je la cite, elle dit que « An adequate conception of the public sphere requires not merely the bracketing, but rather the elimination of social inequality. » Je pense que je l'ai écrit. Et elle dit aussi participatory parity is essential to a democratic public sphere, and rough socioeconomic equality is a precondition of participatory parity. Excusez mon accent. Donc, Fraser critique Habermas pour sa conception idéaliste de la sphère publique, mais on peut se demander si sa propre conception de la sphère publique n'est pas encore plutôt idéaliste. Ça voudrait dire que tant la caractéristique de l'unité des voix dont parle Habermas, donc le fait qu'une opinion unique peut découler d'un public dont les membres ont des intérêts et des préoccupations similaires, tant cette caractéristique-là que celle de l'égalité des voix dont Fraser parle, qui nécessite d'éliminer les inégalités pour créer un espace public où l'équilibre entre les groupes existe, me semble idéaliste. Parce que éliminer les inégalités ne me semble pas quelque chose qui est possible à faire complètement. Et je m'explique en faisant un petit détour vers une définition de l'égalité. Si on comprend l'égalité, un peu comme en parle Rosan Vallon dans La Société des égaux, comme un concept subjectif qui change selon les époques et les lieux et qui n'avance pas nécessairement en ligne droite non plus, qui subit des avancées et des reculs. Et en plus, cette définition se modifie dans le temps et dans l'espace. Donc, ce qu'on considère qui est juste change.
selon les époques et les contextes. À ce moment-là, c'est difficile de dire qu'on pourrait un jour atteindre l'égalité. En plus, si on comprend la société comme partant de rapports de force, à ce moment-là, l'élimination des inégalités peut être un idéal vers lequel la société tend, mais cet idéal ne peut pas vraiment être réalisé, dans le sens où plus on se rend compte de rapports de force et plus on travaille à les éliminer, on fait surgir d'autres rapports de force, où on se rend compte de d'autres inégalités qui n'avaient jamais été visibles avant. Donc, j'utilise une définition que j'ai mise à l'écran, là. La redistribution du pouvoir entre les individus, l'égalité serait la redistribution du pouvoir entre les individus existants, mais également l'élargissement continu de la communauté par l'introduction de nouveaux sujets politiques qui réclament une audience et une visibilité sur la scène politique. Si on comprend l'égalité de cette façon-là, poser comme condition préalable à une sphère publique démocratique l'égalité me semble problématique, parce que le travail de lutte pour atteindre l'égalité se fait dans la sphère publique elle-même. Donc, en ce sens-là, la sphère publique serait par essence un endroit où il y aura toujours des rapports de force. Je ne sais pas si je suis claire quand je parle de ça. Donc, la sphère publique n'existerait pas à condition d'avoir éliminé les inégalités sociales, elle existerait dans le but justement de lutter contre ces inégalités-là. En conclusion, les deux critiques sont intéressantes pour réfléchir à l'action des minorités. La première, qui insiste pour voir l'action des publics comme la lunette centrale, disons, de son approche, permet de s'éloigner des perspectives normatives de l'espace public. Mais si elle conçoit qu'il y a des disparités, des inégalités, elle ne les voit pas comme le fruit de rapports de force ou la présence de groupes majoritaires et minoritaires. La seconde critique, celle de Fraser, met l'accent sur les tensions et les rapports de force. Cependant, elle reste dans une perspective également plutôt normative, en présentant la sphère publique telle qu'elle devrait exister. Alors, en cet aspect-là, elle présenterait des limites similaires à la conceptualisation d'Habermas. Par rapport aux minorités et aux médias, quelle conclusion on peut tirer? D'abord que les minorités ou les groupes, les rapports de force ont toujours existé, ils n'ont pas surgi tout à coup. Tout à coup, peut-être qu'ils n'avaient pas la possibilité de se manifester ou de se faire entendre, mais ces inégalités-là ont toujours été présentes. Ensuite, si on accepte l'idée que l'espace public n'a jamais été, ne sera jamais égalitaire, cela signifie qu'il y aura continuellement des minorités et que les minorités seront perpétuellement dans un rapport inégal à la majorité. Les revendications des minorités ont du mal à émerger car ce qui paraît comme une injustice à leurs yeux semble plutôt futile aux yeux de la majorité, ou ils ne sont pas conscients de ces injustices-là. Donc, la fragmentation des espaces publics profite aux minorités. Ça leur permet d'avoir une sorte d'espace plus privé, à l'écart du regard du majoritaire, pour pouvoir s'organiser. C'est comme une sorte d'arrière-scène qui permet de se préparer avant de participer à un espace public plus large. Donc, plus concrètement, si on accepte l'idée que les espaces publics sont liés de très près aux médias ou qu'ils sont carrément des médias, ça signifie que les minorités qui n'ont pas leurs propres médias auront probablement encore plus de difficultés à s'organiser pour faire face au public plus large. Mais si les minorités ont besoin de leurs propres médias, elles doivent aussi s'assurer de participer en parallèle au débat public dans les médias plus généralistes. Sinon, ça fait en sorte que ces minorités-là ne sortent jamais de leur arrière-scène pour participer à la discussion plus large. Et leurs revendications ne sont pas considérées comme des problèmes publics par la population dans son ensemble.